Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, là, on vous fait officiellement un haut son de la cloche et un l'instant économie là, qui, ceux qui nous écoutent depuis assez longtemps, était un peu le concept phare de la saison 2 et saison 3. Là. En courant de pandémie, on disait qu'on parlait à peu près juste de ce qui se passait sur les marchés boursiers et dans l'économie, c'est tout à fait normal. On vous ramène quand même deux sujets assez intéressants. Le premier, vous allez voir d'ailleurs, j'en suis très fier, parce que ça va rappeler encore une fois à nos auditeurs, là, on va parler de compagnies listées, là, mais qui étaient très chères à mon cœur à l'époque où la pandémie, c'était un peu un running gag, on se le cachera pas, là. Mais va être intéressant d'en parler. Gab a accepté qu'on fasse un topo là-dessus. Puis en deuxième partie, le sujet que Gab a proposé là, pour l'instant économique qui est effectivement assez fascinant là, de voir juste à quelle ampleur ça peut prendre cette initiative-là d'un pays bien connu. Mais avant toute chose, et d'ailleurs, parenthèse, donc on enregistre, ceux qui nous écoutent depuis assez longtemps savent que nous maintenons le podcast une fois par semaine, même lorsque nous sommes en général en voyage ou à distance. Gab est présentement à l'extérieur du Canada, donc on enregistre avec des outils technologiques qui ne sont pas forcément ceux de chez nous. Donc peut-être qu'il y a un décalage ou quoi que ce soit, là, donc excusez-nous pour ça. Je me doute que Gab, tu allais probablement le mentionner dans ton disclaimer, là, donc on va faire quelques épisodes, il n'y en a pas beaucoup, je pense, en termes durant tes vacances, Gab, là, mais on va enregistrer à distance amplifiée. Donc, excusez-nous là, si jamais il y a des décalages ou quoi que ce soit, là, on va maintenir la qualité. Ceux qui ne l'ont jamais remarqué à l'époque, même si on était à distance, tant mieux, c'est ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci. Je te passe la parole, Gab, pour le disclaimer de début d'épisode, surtout qu'on va parler en première partie de compagnie listée et en deuxième partie d'un pays bien connu, comme je l'ai dit, mais qui a également là, un certain penchant un peu plus débattable, si on peut dire. Ouais, donc ça va être comme être un espèce d'hybride, comme tu l'as dit, JP, de disclaimer entre les habituels, évidemment, disclaimer de marché, donc évidemment que tout ce qu'on dit dans le podcast, vous le savez, il s'agit que de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, donc on vous invite bien évidemment à prendre contact avec quiconque est autorisé à vous émettre des recommandations, donc conseiller financier, fiscaliste, planificateur, etc. Lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous si c'est adéquat à votre profil d'investisseur, à votre tolérance au risque et à vos objectifs de placement. Et comme tu l'as dit, pour la partie instant économie, d'ailleurs on avait hésité, c'est assez drôle, mais avant de lancer l'épisode, on hésitait à un place au débat, là, tu vois, euh, à dire qu'effectivement il faut rester courtois dans les commentaires, je pense que c'est constructif, ça c'est le plus important. Je vais essayer aussi, ça c'est un petit disclaimer, une excuse on va dire de ma part. Comme vous le savez, moi je suis en déplacement et c'est moi qui suis responsable de l'upload des podcasts. Notre cher JP à distance s'occupe, vous le savez, dans la préparation habituelle plus des scripts, etc. Parfois en donner des recherches un peu plus complémentaires. Je vais fauter, on va dire, sur l'upload sur YouTube. Alors vous m'en excuserez, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible pour les épisodes précédents. Et je vais me tâcher en tout cas de pouvoir uploader celui de cette semaine le plus rapidement possible sur YouTube. Mais si jamais vous avez des commentaires, vous le savez, vous avez toujours notre adresse mail et puis l'espace. Je sais que maintenant sur Spotify, vous pouvez aussi mettre directement vos réactions, etc. Alors n'hésitez pas à l'utiliser, cet outil-là, en attendant que me remette à jour sur YouTube. Alors vraiment désolé pour ceux qui nous écoutent sur YouTube ou qui ont la tendance à mettre des commentaires sur cette plateforme-là. C'est quelque chose de temporaire, c'est à cause de malheureusement les connexions qui sont assez catastrophiques côté français. Je dois vous avouer, j'étais pas très habitué d'habitude, en tout cas à la maison quand on l'upload de manière générale, c'est en fibre optique là, donc ça se fait hyper facilement. Mais là, malheureusement, je redécouvre les joies de l'internet à haut débit, mais des années 2010, donc c'est un peu plus compliqué. Donc encore une fois, mes excuses et je pense que JP, je sais pas ce que tu en penses, on peut lancer d'ores et déjà le premier segment qui est un haut son de la cloche. Absolument. Donc, commençons le premier segment à l'instant. Parfait. Donc, je l'ai mentionné, là, j'avais très hâte de pouvoir parler. En fait, je vais être très honnête que je ne croyais pas qu'on pourrait un jour parler de ce qu'on va parler aujourd'hui en termes de ces deux compagnies-là qui sont des compagnies listées. Ouais. J'en ai rêvé bien longtemps, mais je ne pensais pas que ça allait se produire. On veut parler de la performance absolument fascinante et incroyable en 2023 du secteur
de la navigation de plaisance. Je le mets un petit peu, un petit peu extrapolé, là, mais c'est en fait, on veut parler de Carnival et de Royal Caribbean International, là, les deux gros joueurs là, dans le monde des croisières, des croisiéristes. Carnival, pour ceux qui nous écoutent depuis super longtemps, j'en parlais en blague. On avait fait, je pense, des trucs là, sur des stock picking là, à l'époque quand c'était la pandémie, puis ça allait tellement mal dans le monde des croisières. Là. Si on ramène un peu dans le temps, ben, bien évidemment, le tourisme de croisière avait été presque complètement mis de côté là, durant la pandémie à cause des restrictions sanitaires et tout, mais également avec le fait que vous vous souviendrez au tout début de la pandémie, lorsqu'on parlait de mars, de avril 2020, il y avait un paquet de problèmes avec justement des bateaux qui étaient remplis de personnes. C'était presque des zones qui étaient hyper critiques en termes de transmission de la COVID. Il y avait des bateaux qui étaient pris là, en isolement dans des ports un peu partout là, pour essayer de trier et d'aider ces personnes-là. Donc ça avait été quand même mis à mal un peu l'industrie, mais également il y avait eu mauvaise presse globalement pour les compagnies en question. Puis on sait que Carnival et Royal Caribbean International fonctionnent à l'année, là, dépendamment de quelle saison c'est, de quel genre de trucs. Ils font soit des croisières méditerranéennes, ils font des croisières plus vers l'Asie, ils font des croisières nordiques pour certains, ils font des croisières dans les Caraïbes également. Donc c'est des industries qui fonctionnaient super bien, qui étaient bien rodées sur le fait de pouvoir opérer à n'importe quelle période de l'année. Et au final, les revenus ont à peu près tout arrêté d'un coup. Ils se retrouvaient avec des bateaux qui étaient souvent financés ou peu importe. Là, il y en a qui étaient payés, mais ça reste quand même des bateaux qui ne font pas d'argent. Ça coûte une fortune s'ils ne sont pas en mesure de ramener un sou. Et également avec toute la logique des employés qui, un peu comme c'était le cas dans le monde de l'aviation, l'avait dû être mis à pied. Donc, il y avait beaucoup de problématiques et ça avait bien évidemment entraîné des pertes assez significatives au niveau des stocks. Et l'industrie n'avait jamais vraiment repris à son plein potentiel parce que si on rappelle déjà juste l'année passée, en 2022, et on parle par exemple de la saison estivale ou même présentement, là, début de l'automne, fin de l'automne, c'est quand même des périodes fortes pour les croisières, entre autres dans les Caraïbes. Je parle pour le contexte très nord-américain et très canadien de la chose. On se retrouvait quand même en 2022 avec des restrictions qui ne permettaient pas à ce que l'industrie reparte à plein régime. 2023 a amené un tout autre penchant, on sait, là, on touche du bois, on sait que ce n'est pas terminé. La COVID en tant que telle, c'est un virus qui va continuer de circuler. On ne va pas faire un volet sanitaire dans le podcast, mais grosso modo, les activités ont pu reprendre et le volet de villégiature et la volonté des touristes de justement recommencer à prendre des croisières et à faire des croisières est redevenu à des niveaux qui étaient tout à fait normaux. Et donc, on retrouve enfin cette reprise de l'industrie des croisières et Carnival et Royal Caribbean International l'ont perçu, on l'a vu au courant de l'été, vers la fin de l'été même. Ces deux compagnies-là étaient, si on parle juste du S&P 500, les deux compagnies étaient au même titre que Tesla, au même titre qu'NVIDIA, puis au même titre que Meta en termes de croissance, là, de pourcentage de croissance de leur stock. Ce qui était absolument fascinant. Reste quand même qu'il faut noter là, un peu la particularité. Puis je sais que Gab, tu vas donner des stats, tu vas vouloir en parler. Comme je vous l'ai dit, je suis très content de revenir là-dessus parce qu'on riait de moi à l'époque. Moi, je voyais le retour de ces deux compagnies-là. On n'était même pas sorti de la pandémie. Finalement, c'est jamais arrivé. Donc, je suis bien content que l'industrie reprenne, mais c'est un petit peu ça la note, je pense, du segment d'aujourd'hui. C'est ils ont repris les pertes qui ont commencé en 2020. Est-ce qu'il y a réellement, puis je pourrais en parler un petit peu plus après, est-ce qu'il y a réellement des possibilités de croissance ou de growth en bon anglais là, qui sont possibles pour cette industrie-là? Ben, pas vraiment. Tu sais, des croisières, ça reste des croisières. Le bassin de touristes reste relativement similaire et puis il n'y aura pas soudainement de la croissance épouvantable du nombre de personnes qui vont vouloir faire ce genre de croisière-là. Et en termes de réinventer l'offre de service et tout, c'est un petit peu limité également. Donc, ma perspective, c'est que c'est bien. C'est cool de voir enfin là, le retour de ces compagnies-là. Puis encore une fois, c'est bien. Là, c'est des belles compagnies. J'aime bien les boîtes, j'aime bien le service que ça apporte. Là. Je ne suis pas quelqu'un je n'ai jamais fait de croisière de ma vie, mais je trouve que ça apporte quelque chose de différent. Puis c'est important d'avoir ces compagnies-là qui fonctionnent. J'aime la logistique derrière ces compagnies-là, donc je suis bien content qu'on ait de retour. Mais par contre, je pense que c'est important de mettre un petit peu de perspective. Gab, tu vas donner là, probablement à l'instant un peu plus de volet financier et de performance justement là, lié à ces compagnies-là, mais je veux qu'on parle un peu du futur tout de même, là, parce que c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Je vais être l'avocat de moi-même là-dessus. Là. Non, mais tu as bien mentionné effectivement la crainte qu'on peut avoir, on va dire, dans ce secteur-là. Bah, c'est plus, est-ce qu'il y a une croissance organique en fait à aller chercher, hein. On sait que traditionnellement, les compagnies ont plusieurs angles de croissance sur le long terme. On sait qu'il y a évidemment la croissance par le prix. Donc, tout simplement, quand on est dans un marché qui est imparfait, où il y a par exemple une surdemande ou une manque d'offres, bah, c'est là où tu as la croissance en augmentant progressivement tes prix par rapport à l'équilibre de marché. Ah, évidemment, l'augmentation organique, donc ça c'est la croissance naturelle, on va dire, qui se fait au fur et à mesure du temps, ou de la croissance qui est augmentée par la demande, et la croissance par acquisition. Et là, dans cette industrie, la
croissance par acquisition, pas tellement, parce que l'industrie est déjà pas mal consolidée. Comme tu l'as dit, il n'y a que seulement quelques joueurs. Hein. Je pense qu'il y a Carnival, il y a Royal Caribbean. Bon, en Europe, il y a quelques joueurs aussi qui sont un peu à part, donc comme MSC par exemple, qui sont quand même des très gros noms, qui sont pour le coup pas encore consolidés, mais il y a peu de possibilités de consolidation. Ça reste des méca compagnies, etc. Donc ça devient plus difficile. Les règles de la concurrence font que ça devient plus compliqué, difficile évidemment de grandir effectivement dans cette industrie-là. Alors, comme tu l'as dit, c'est là où c'est un peu, comment dire, c'est là où c'est un peu inquiétant pour cette industrie, c'est comme tu l'as dit, est-ce qu'on va pouvoir redépasser les niveaux de pandémie? Ça a été le cas. Tu vois, par exemple, pour le cas de Royal Caribbean, je regarde par exemple les états financiers historiques en termes de performance. Bon, on sait qu'évidemment, le creux s'est fait sur les exercices fiscaux 2020 et 2021. Rappelons que eux, ils rapportent leur fin d'année fiscale le 31 décembre de chaque année. Donc c'est assez simple. Et 2020, 2021 ont été catastrophiques et 2022 a commencé, on va dire, à sauver un peu les meubles. D'ailleurs, c'est cohérent avec le fait qu'effectivement, en début d'année 2020, le premier trimestre était à peu près normal. En fait, jusqu'à la mi-février, c'était à peu près normal. Puis après, ça a été la catastrophe. Et 2021, ça a été pas mal à l'arrêt tout le temps parce que l'on sait, l'industrie de côté chinois, c'était complètement à l'arrêt. Il y avait aussi des deuxième, troisième vagues. On parlait pas mal, vous vous souvenez, à l'époque, vous qui nous suiviez peut-être à l'époque pendant la pandémie, on avait des épisodes de stop and go, etc., incessants qui faisaient que les gens réservaient pas de croisière. Et voilà, on est de retour, on va dire, sur le chemin même de la profitabilité, ce qui aurait été difficile à imaginer il y a quelques temps. Mais il faut quand même considérer deux facteurs. Oui, il y a eu des résultats qui sont au-dessus des niveaux pré-pandémie, puisque si je regarde par exemple les 12 derniers mois qui se sont finis au 30 septembre 2023, les revenus par exemple du côté de Royal Caribbean, c'est à peu près 13,1 milliards de dollars contre par exemple au 31 décembre 2019 sur 12 derniers mois flottants, c'était environ 10,95 milliards. Vous voyez que c'est un peu... C'est une augmentation d'à peu près, si je fais mes règles du pouce à l'œil nu, ça fait une dizaine de pourcents, là, à peu près. C'est quand même beaucoup, mais c'est une augmentation qui peut être justifiée énormément par l'augmentation des prix aussi. Ce qui fait qu'en fait, en réel, l'augmentation, on va dire, après inflation, n'est pas tant significative, parce que les prix ont tellement augmenté au niveau des hydrocarbures, au niveau... du coût de la main-d'œuvre, au niveau, par exemple, dans ce genre de croisière. Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout familier avec cette industrie-là, ni en tant que client, ni en tant qu'analyste. Mais il y a tous les coûts de nourriture, etc., de logistique, qui font que, finalement, en fait, la croissance réelle est assez faible et que, finalement, la taille du marché adressable n'est pas si significative. L'augmentation, en tout cas, n'est pas si significative. Donc, je pense que c'est ça qui est à mesurer. Puis le deuxième point, c'est que je pense que rendu là, tu pourras peut-être ajouter d'autres points, JP, si tu en as. Moi, c'est plus la santé au niveau du balance sheet de ces compagnies-là, ou du bilan, comme on le dit en français. Au niveau du bilan, c'est sûr que c'est des compagnies, comme tu as dit, qui utilisent énormément de dettes. Donc, la plupart des bateaux sont souvent achetés avec soit une location, soit avec un financement, avec une hypothèque maritime. Donc, c'est un peu comme une hypothèque sur une maison. Sauf qu'au lieu d'être sur une maison, c'est sur un véhicule flottant, donc en l'occurrence un bateau. Et ce dernier, ça se comporte comme un prêt tout simplement. Et c'est sûr que ces compagnies-là, soyez pas surpris que vous voyez que par exemple, je sais pas, soit 80 à 90% des actifs sont financés par de la dette. Ce qui fait que dans un contexte où les taux d'intérêt montent, ça crée une incertitude très importante. D'autant plus souvent que ces hypothèques maritimes, elles ont souvent un terme, une échéance qui est plus court qu'une hypothèque, par exemple, je ne sais pas, où on sait qu'en Europe, par exemple, ça arrive que tu aies des hypothèques par exemple, de 20 ans fixes, mais par exemple, au Québec ou aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, par exemple, dans le reste du Canada, c'est assez courant d'avoir des hypothèques à très court terme. Quand tu achètes ta maison, c'est 5 ans, tu vois, par exemple, au Canada, c'est 10 ans parfois aux États-Unis. Donc, ça amène un risque supplémentaire qui est vraiment considérable dans cette industrie-là, ce côté santé du balance sheet qui peut faire peur effectivement à certains investisseurs. D'autant plus que l'accumulation fait des pertes fait que
le coussin d'équité qui existait normalement sur dans la structure financière de ces compagnies a complètement été dévoré, on va dire, par les pertes accumulées les dernières années. Donc, c'est comme ça que je le vois. De l'autre côté, c'est sûr que du côté de Carnival, c'est pareil. On voit des tendances un peu similaires, mais cette inquiétude au niveau du balance sheet est toujours présente et il faut vraiment se méfier de cet aspect-là quand on investit dans ce genre d'industrie. À noter par contre que Carnival, j'ai l'impression que c'est un peu mieux capitalisé que Royal Caribbean, ce qui fait que on a un peu moins cette incertitude, mais elle est quand même très majeure. Donc attention pour ce facteur-là. Exact. Puis, tu sais, je pense au-delà du volet même financier, là, des inquiétudes que tu parlais au niveau du bilan. Les 2 points que j'avais ajoutés, il y a un peu c'est un peu surréel de voir l'intérêt présentement des touristes de recommencer à prendre des croisières à ce point-là parce que ça reste des coûts qui sont absolument faramineux, là. On s'entend une croisière pour une famille de 2 adultes, 2 enfants, là. On parle de milliers de dollars et on sait que dans un contexte inflationniste présentement, c'est un peu dur à croire que la volonté ou les statistiques présentement du nombre de touristes qui ont été, là, comme je disais, en croissance cette année, ce qui est tout à fait normal parce que 22, 21 et 20 n'étaient pas des années du tout propices à retrouver des statistiques qui étaient raisonnables, mais il y a un certain point où on ne peut pas croire que les touristes vont réellement avoir la volonté de continuer à inclure ça dans leurs dépenses normales, sachant que on est dans un contexte inflationniste où il y a beaucoup de personnes que le budget n'arrive pas. Et que le concret, c'est que les taux, même si on ralentit en termes de hausse, ils ne baissent pas présentement. Donc, ça reste que je me demande un peu s'il y a un côté éphémère sur ce qui a ramené justement les compagnies de croisière, Carnival et Royal Caribbean à l'avant-scène au niveau de leur performance financière puis au niveau de leur stock. Est-ce que, par contre, les investisseurs vont aussi comprendre que c'est pas nécessairement réel de croire que dans les prochains quarters, dans les prochaines années, même tant que les taux ne vont pas baisser et que justement, la logique là, des budgets des familles va redevenir à la normale. Est-ce que c'est réel de croire qu'on peut juste maintenir même le niveau de performance actuel? Même moi, je n'y crois pas. Je pense que l'année 2023 était à la limite intéressante. Il y a beaucoup de personnes qui attendaient énormément de recommencer à prendre des croisières. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui avaient, on va se le dire, là, des balances au crédit. Il y avait le droit, en fait, d'obtenir avec des vouchers là, liés à des croisières qui n'avaient pas eu lieu dans le passé. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une affluence qui était tout à fait normale en 2023. Mais est-ce que c'est raisonnable de croire qu'en 2024, c'est possible que ça se maintienne? Moi, même moi, personnellement, qui était un fan de ces compagnies-là, surtout de Carnival, là, depuis les séances de stock picking, comme je le mentionnais tantôt, je ne crois pas que ça peut se maintenir dans un contexte inflationniste. Je pense que ça va à un moment donné prendre le mur. Il va y avoir, oui, toujours des personnes qui vont continuer de dépenser pour les croisières, mais je crois vraiment qu'il va y avoir une baisse de l'achalandage et qu'on ne veut pas maintenir quelque chose d'aussi haut que présentement. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça c'est un peu sur le court terme, d'accord? Parce qu'on sait que le contexte inflationniste, c'est un cycle et ça va redevenir à une normale où, on va retrouver une inflation qui est plus normale et un intérêt de dépense pour les voyages qui est, encore une fois, là, beaucoup plus raisonnable. L'autre point est un peu plus moyen terme, long terme, c'est le volet climatique. La, la crise climatique ou juste l'espèce de volet que des personnes à un certain point ne vont pas avoir autant d'intérêt de voyager s'ils savent que le bon vieux paquebot qu'ils prennent, quand tu réalises les GES que ça entraîne ou que ça génère, c'est bien beau faire des offsets là, avec des droits de carbone là, pour que ça neutralise, là, mais à un certain point, on réalise que c'est peut-être le genre de tourisme qui est peut-être à enrayer, là. Donc, c'est là où je me demande, où je me pose des questions également à savoir, à moyen long terme, est-ce qu'il pourrait aussi y avoir une espèce de désintérêt au fait? On va en parler en deuxième partie d'ailleurs, là, mais lorsque plusieurs pays, même des pays qui sont pétroliers, je fais une petite prémisse sur ce qu'on va parler tout à l'heure, qui virent vers les énergies propres et que de plus en plus la société accepte le fait que l'on veut transiter vers le plus possible des énergies propres. Je ne dis pas que ça va complètement disparaître, mais je pense qu'il va quand même y avoir une partie des voyageurs qui vont essayer le plus possible de voyager à l'aide de méthodes ou de planifier en conséquence, de ne pas contribuer dans 10 ans à ce que la planète brûle encore plus ou qu'on ait encore plus de crise climatique qu'on l'a maintenant. Donc, c'est un peu plus éphémère, c'est moins facile de le quantifier présentement, mais à mon avis, on flash forward dans 10-15 ans et il va quand même avoir une question où des personnes vont vouloir faire, et des personnes qui ne sont pas nécessairement des environnementalistes dans le cœur présentement, mais qui vont qui vont trouver ça raisonnable dans 10-15 ans de dire, OK, mais lorsque vient le temps de planifier mon voyage, oui, je prends l'avion à la limite, parce qu'on sait que les avions maintenant, c'est de plus en plus efficient. Ça reste que ça pollue, on ne le cache pas, mais ça reste que c'est de plus en plus efficient. Quelles sont les possibilités, par contre, pour des gros paquebots qui sont des villes entières avec un max de pétrole, avec peu importe, c'est là qu'il y a peut-être
quelques points qui vont amener dans le doute, encore une fois, dans la même perspective de croissance future. Donc, les 2 points chez Gab, tu as peut-être quelque chose que tu vas ajouter, là. Mais les 2 points, moi, je vois très court terme l'inflation. À mon avis, ça pourrait prendre le mur un petit peu au niveau de la performance qu'on a connue par rapport à cette année. Et moyen terme, long terme, c'est juste de voir mais comment est-ce que le tourisme va être affecté par la volonté ou la vision environnementaliste globale de la population, qui, à mon avis, va être beaucoup plus partagée et beaucoup plus transmise avec tous les individus, même si, encore une fois, présentement, on n'est peut-être pas des environnementalistes aguerris. C'est un peu la perspective que j'ai et je crois que Carnival et Royal Caribbean font partie des compagnies qui n'ont peut-être pas beaucoup de pivots possibles pour devenir vraiment, pour offsetter beaucoup leur empreinte carbone. Et c'est là que j'ai peut-être quelques doutes sur les possibilités futures. Ouais, bah ça c'est clair que c'est un risque très significatif dans cette industrie-là. Le problème, on va dire, environnemental. On le sait d'ailleurs que de plus en plus, on va dire, de pays commencent à être extrêmement sceptiques par rapport à la présence de ces énormes bateaux, hein, puisque on sait que, par exemple, pour Royal Caribbean, ils ont inauguré d'ailleurs les plus gros bateaux du monde, dans le Wonders of the Sea, qui d'ailleurs, anecdote, a été construit dans la belle ville de Saint-Nazaire, parce que vous savez que je suis originaire, je l'ai dit, je pense, plusieurs fois dans le podcast, je suis originaire de Nantes, donc ça a été construit, on va dire, dans les chantiers de l'Atlantique, donc juste à côté de Nantes, au Saint-Nazaire. Et ces paquebots sont immenses, complètement énormes. Donc, ça provoque évidemment une pollution significative. On sait que certaines villes, comme par exemple Venise, veulent complètement interdire la venue, on va dire, de ces énormes paquebots parce qu'elles détruisent en fait non seulement le côté environnemental et gaz à effet de serre, mais il y a le problème aussi de l'écosystème en fait qui est autour de ces villes-là. Et puis ça amène on va dire un tourisme de masse qui est de plus en plus critiqué. Je t'ai parlé de Venise, mais il y a aussi les fameuses 5 terres, qui est un endroit très connu en Italie, un peu entre Gênes et Rome, là, qui est, on va dire, un peu plus dans cette région-là, à l'ouest de la Toscane, qui est aujourd'hui devenu un désastre, on va dire, en termes de fréquentation. Là, je veux dire, maintenant, c'est devenu atroce le nombre de touristes qu'il y a chaque année dans cette région-là, et ce qui fait que en plus, les habitants locaux ne peuvent même plus vivre là-dedans. Donc, il y a aussi un contexte social qui est très défavorable par rapport à cette industrie-là, qui font que de plus en plus de villes commencent à mettre un frein sur la présence des bateaux de croisière. J'en ai encore des dizaines d'exemples, mais Barcelone est un exemple. J'ai aussi Kotor, par exemple, qui est au Monténégro, qui est une région dont, évidemment, avant la dislocation de Yougoslavie, qui était un petit paradis perdu, on va dire, pour les touristes, et qui est aujourd'hui devenue en fait la cible du tourisme de masse, et ça pose énormément de questions. Et puis, cette question de l'écosystème devient de plus en plus présente, on va dire, dans nos esprits, parce que il y a au-delà de la protection de l'environnement, il y a la protection des habitats d'espèces qui sont parfois protégées ou qui sont dans un état, on va dire, de préservation complexe. Donc, je ne saurais pas comment dire ça là, mais notamment des oiseaux, etc., qui des fois se foutent, un peu comme les avions se foutent foncent dans les avions, puis ça les tue, etc. Donc ça vient aussi avec plein de problèmes, et c'est pour ça que tu vois, moi je connais mal, et puis j'ai du mal aussi à... personnellement, j'ai jamais fait de croisière, puis je pense pas que j'en ferai, mais c'est vrai que c'est une industrie, pour le coup, qui va être très subjecte, évidemment, à de la réglementation accrue sur les transports, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution de transport maritime électrique. Aujourd'hui, c'est impensable, évidemment. Donc, c'est vrai que pour le moment, cette industrie-là est très sensible, effectivement, à un risque de réglementation, par exemple, je sais pas, de limitation de la pollution, par exemple, de l'eau, de limitation on va dire de gaz à effet de serre qui sont produits par ces bateaux-là. Donc, il pourrait être augmenté, en plus, au niveau du prix, c'est sûr que ce dernier pourrait être fortement augmenté s'il y avait une réglementation prohibitive, donc qui impliquerait, on va dire, de payer, par exemple, des droits carbone, etc. Bon, on sait que les droits carbone, on en a déjà parlé, c'est un peu de la bullshit, là. C'est surtout une façon de se greenwasher, on va dire, se donner bonne conscience pour ces compagnies-là, de se dire, ah, tiens, on n'émet pas de carbone. Non, en fait, c'est juste que tu as acheté le droit de polluer auprès de quelqu'un qui détruit, qui essaye de capturer du carbone par diverses façons, mais notamment par juste de la séquestration, donc c'est-à-dire d'avoir des forêts. Donc, c'est pas forcément... c'est un peu le serpent qui mord sa queue au final, et puis on résout pas le problème d'ensemble, qui est que
peut-être cette industrie-là, on va dire sur le long terme, va être en stagnation pour ces raisons-là. Mais bon, c'est des pistes que je jette comme ça. Peut-être que tu auras encore un dernier mot de la fin, mais je pense qu'on a pas mal avancé en tout cas sur ce sujet passionnant qu'est l'industrie aussi du transport maritime et plus spécifiquement du tourisme maritime. Exact, je pense que ça conclut. En fait, j'ai beaucoup de satisfaction au fait qu'on vient de passer à peu près 20 minutes à parler justement de Carnival et de Royal Caribbean. Là, donc avec ça, je m'en satisfais beaucoup. Je m'en satisfais beaucoup, pardon. Mais je dois dire, je l'ai dit, et je voulais que ce soit clair là, que c'est bien le retour. J'en suis bien content. Enfin, mon stock picking faisait du sens. Mais théoriquement, encore une fois, je ne crois pas à la croissance de cette industrie-là du tout, du tout, du tout. Comme tu l'as dit, je ne fais pas de croisière non plus, je l'ai dit tout à l'heure, et je n'investis pas non plus là-dedans. Donc, sachez-le. Mais restait quand même assez intéressant. Et c'est à noter, je trouvais ça quand même plutôt loufoque, le fait qu'on parlait de Nvidia, qui a eu une performance absolument fascinante et qu'au courant de l'été, on parlait des mêmes pourcentages de croissance du stock pour des compagnies de croisière, quand même assez intéressant à noter. Donc bref, tout ça pour dire que lisez là-dessus, et surtout pour ceux qui, sans même investir, regardaient des compagnies depuis quelques temps, on s'entend, ça fait 2 ans que je parlais de Carnival, reste intéressant de faire des conclusions, de faire des constats là-dessus et de suivre un peu la performance. En fait, ça vous aide à aiguiser, à savoir est-ce que vous lisez bien la performance potentielle d'une compagnie à un moment X sans même investir, mais à regarder où est-ce que ça se produit dans le futur. Donc, c'est peut-être ça le point également que je peux ajouter pour finir là-dessus. Donc, ça me rend bien heureux, mais passons effectivement à notre deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, l'instant économie. Parfait. Donc, je l'ai introduit un petit peu au tout début de l'épisode et également là, avec ma mention des pays exportateurs de pétrole qui font des virages un peu plus verts, mais on veut parler de, et Gab, sujet très intéressant que de proposer, de la vision 2030 de l'Arabie Saoudite. On le mentionnait, instant économie place au débat, parce que bon, l'Arabie Saoudite est un pays plutôt polarisant à bien des égards, dans bien des domaines d'ailleurs. Donc c'est pour ça que la logique de courtoisie dans les commentaires est toujours très pertinent à maintenir. Mais reste que ce que MBS, le Mohamed Ben Salman et Riyad veulent mettre en place reste tout de même intéressant. Et 2030, pour un pays qui fonctionne un peu de la même manière et a fait, encore une fois, fortune dans le pétrole depuis toujours, c'est quand même assez intéressant. Et c'est 7 ans, là, c'est ça qui est quand même fascinant de réaliser. Et c'est de voir est-ce que réellement ça peut être mis en place, cette transition-là, qui est tout à fait intéressante. Et on voit déjà, en fait, ça explique beaucoup en réalisant et en lisant sur la vision 2030 de l'Arabie Saoudite. On réalise beaucoup de choses sur qu'est-ce qui se passe présentement avec le fait que le fameux PIF, là, le Fonds souverain de l'Arabie Saoudite, a fait beaucoup de bruit présentement pour X, Y raisons, liées entre autres au monde du sport avec le monde du foot et tout. Donc, on a vu beaucoup de mouvements qui amenaient un projecteur assez significatif vers l'Arabie Saoudite. Projecteur qui se voulait positif, négatif. On sait encore une fois qu'il y a un côté, et que je trouve important de nommer au moins une fois, là, mais il y a le volet droit humain qui est à noter et qui est important de garder en bémol. Là. Donc, ça, je voulais quand même le noter. Ça n'a pas vraiment, forcément d'impact avec ce qu'on veut parler de la vision 2030. Mais ça reste pertinent de savoir et de se rappeler, bref, que c'est pas toujours tout beau ce pays-là. Le contexte que MBS veut mettre en place, c'est simple, ils sont très centralisés sur le pétrole et leur PIB est extrêmement encore à ce jour là, basé sur le contexte pétrolier, mais ils se retrouvent de plus en plus avec un déficit budgétaire et avec un contexte économique et plus globalement lié au budget de l'État qui n'est pas aussi bon que ce que ça aurait pu être en termes de leur volonté de croissance. Et c'est là où je trouve que ce qui est intéressant dans cette stratégie-là, c'est le fait qu'ils veulent essayer de faire une transition axée sur un peu un renouveau économique et de vraiment transformer l'économie de l'Arabie Saoudite vers quelque chose qui est beaucoup plus libéral que le conservatisme qu'on connaissait et que la fameuse logique de se baser sur le pétrole et que le PIB allait être du pétrole et c'est à peu près tout. C'est bien de revoir un modèle économique et d'essayer justement de devenir non seulement, et j'en nomme quelques-uns, c'est plusieurs industries qui veulent être revitalisées là, dans ce plan-là, dans ce projet-là. Mais bien évidemment, on va parler de l'énergie. Là, donc, ils veulent passer un peu du pétrole qui ne va pas disparaître. L'or noir va rester quand même pertinent, mais de devenir de plus en plus un leader dans les énergies renouvelables. Donc, ça reste intéressant. La matérialisation reste à voir. Ça, c'est un bémol important à noter, mais reste une proportion quand même assez intéressante pour un leader comme on le sait que l'Arabie Saoudite est là, dans le volet pétrolier. Le volet technologique, donc toute économie libérale doit devenir très bon avec le data, avec le volet IT également. Donc, reste tout à fait logique, tout à fait fascinant pour ce monde-là. Et le volet touristique, qui est également très bon. Donc, le volet touristique est directement lié à ce qui se passait avec Live Golf, avec l'arrivée de plusieurs extraordinaires footballeurs dans la Ligue nationale.
dans le sens que ça amène encore une fois un peu de visibilité et un intérêt touristique. Donc, c'est un peu les grands dominos. Il y a plusieurs autres éléments qui sont liés à ça, mais c'est quand même assez fascinant. Et comme je vous l'ai dit, c'est un plan qui est très ambitieux, la vision 2030, mais c'est un plan qui est quand même basé sur une stratégie que moi, personnellement, je trouve tout de même intéressante et c'est basé en grande partie sur l'utilisation du PIF comme vecteur de changement. On le sait déjà pour les volets touristiques qui ont déjà commencé cet été avec Ronaldo, avec Benzema, avec Kanté et compagnie, là, mais également le volet de transition énergétique et le volet du volet TI, technologie data, là, peut être encore une fois financé par des acquisitions liées au PIF. Le PIF, par exemple, a acquis des parts dans Uber à l'époque, ce qui permet encore une fois d'avoir un peu un glimpse en bon anglais sur le volet technologique. Et il y a Aramco, qui est une multinationale absolument fascinante, une des plus grandes capitalisations, mais qui pourrait devenir une compagnie privée pour avoir un listing qui rapporterait beaucoup et que cet argent-là irait dans le PIF pour continuer à mettre du vent dans les voiles vers cette vision 2030-là. Donc, mon point, ma perspective liée à ça, c'est je trouve ça ambitieux. 2023-2030, 7 ans, c'est quand même assez ambitieux pour mettre en place les balises d'une transition et d'une libéralisation économique. Mais est-ce que ça peut réellement apporter quelque chose? Est-ce que ça peut, encore une fois, beaucoup aider l'Arabie Saoudite et la jeune génération, si on peut dire les jeunes talents d'Arabie Saoudite, la jeunesse à pouvoir justement amener non seulement une économie qui est plus libérale, mais une société qui serait plus libérale? Peut-être je rêve en couleur. Puis je sais que Gab, tu vas me parler que je devrais aller à l'ONU et Kumbaya, là, certes. Je sais que c'est peut-être que j'extrapole un petit peu passer de l'économie financière et la finance vers le volet social, mais je crois que ça peut amener quand même du bon renouveau et beaucoup de positifs. Et j'aime juste la logique qu'un leader d'exportation pétrolière et de consommation, ils en prennent beaucoup de leur pétrole, il ne faut pas se le cacher. Ils ont besoin eux-mêmes de changer un peu leurs habitudes de consommation énergétique parce qu'ils sont très axés sur l'or noir également. Mais c'est quand même, c'est ambitieux et c'est intéressant parce que ça peut amener quelque chose de très bien qui pourrait être par la suite une espèce de beacon en bon anglais là, pour plusieurs autres économies et plusieurs autres pays qui sont des exportateurs pétroliers, qui sont très centralisés là-dessus. Je pense que si l'Arabie Saoudite le fait bien, ça peut peut-être changer quelque chose pour le mieux plus globalement. Donc à voir, mais c'est un peu l'introduction que j'avais. Je ne sais pas, Gab, quel est ton angle initial que tu veux apporter là, à ce niveau-ci? Ouais, bah, je pense que ce qui est intéressant, on va dire, de voir dans ce projet 2030, c'est plus en fait euh, quels sont, on va dire, les différents axes de développement, on va dire, de ce projet-là, combien ça irait coûter effectivement ce projet-là, puis c'est quoi l'objectif en fait? Tu l'as bien dit, en fait, l'objectif de Vision 2030, en fait, c'est tout simplement diversifier l'économie, on va dire, de l'Arabie Saoudite, qui, rappelons-le, est dépendante à peu près les 75%, en fait, 74% pour être très exact en 2021, en fait, des ressources gazières et pétrolières, on va dire, de la péninsule arabique, hein, puisque on sait que c'est le bassin le plus important, on va dire, de production de pétrole dans le monde. Donc, l'Arabie Saoudite est très consciente, on va dire, que de leur dépendance et que leur soft power est vraiment pour le moment dépendante par le fait qu'ils font partie de l'OPEP, donc l'organisation des producteurs, des pays exportateurs de pétrole. Et ce pouvoir de négociation, bah, il est dû du fait qu'ils ont un quasi-monopole, évidemment, sur un oligopole, on va dire, sur le contrôle des matières premières vitales pour nous, occidentaux. Donc, mais ils savent qu'effectivement, dans quelques années, peut-être dans 20, 30, 40 ans, et ben, la péninsule n'aura plus de pétrole et on sera peut-être rentré dans une économie complètement décarbonée. Donc, bon, c'est ce qu'on essaye de donner comme objectif, en tout cas. Et le temps venu, bah, malheureusement, cette ressource-là ne vaudra plus rien. Et donc, du coup, leur puissance sera réduite. Et c'est là l'intérêt, on va dire, d'un projet comme Vision 2030, et ben, c'est de se dire, bon, on se donne un objectif, on va dire, à très court terme, pour essayer d'investir, en fait, toute la rente qui a été créée par cette richesse des ressources naturelles de la péninsule arabique, et de le mettre, effectivement, dans divers types de projets. Alors, tu as parlé, effectivement, de Live Gold, bon, c'est un exemple. Mais ils veulent en fait d'abord créer, en fait, faire de l'Arabie Saoudite la première destination touristique mondiale. Alors je leur souhaite bon courage parce que jusqu'à présent, eh ben, Cocorico, c'est la France, la première destination touristique mondiale. C'est le pays le plus visité avec en Europe aussi l'Espagne qui est extrêmement, en tout cas, visitée, qui est une destination touristique très importante, en tout cas en Europe. Et ensuite, évidemment, Vienne, on va dire, on le sait, bah, je crois que le Royaume-Uni doit être troisième, puis les États-Unis quatrième. Donc, ça demeure, on va dire, une destination touristique, évidemment, pour le moment, très en retard par rapport à ce qui se fait.
Mais on voit de plus en plus effectivement l'apparition du Golfe, effectivement, comme destination touristique, notamment des capitales dans d'autres pays voisins, comme aux Émirats. On le sait bien, Dubaï et Abu Dhabi sont extrêmement populaires et commencent à devenir des places de prédiction, on va dire, pour le tourisme. Et l'Arabie Saoudite s'est rendu compte effectivement qu'ils avaient beaucoup de retard en fait par rapport à Dubaï. Et pourtant, l'Arabie Saoudite a un avantage nécessaire que Dubaï n'a pas. Et c'est du pétrole, parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent à plus savoir quoi en faire. Alors que Dubaï, rappelons-le, est un port de pêche à l'origine. Ils n'ont pas de ressources pétrolières. Ils se sont créés de nulle part et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et ils se sont rendus compte assez, en fait, à l'arrivée, on va dire, de Mohamed Ben Salman comme héritier du trône d'Arabie Saoudite et dirigeant de fait de l'Arabie Saoudite, qu'ils avaient accumulé ce retard-là. Et alors, comment ils veulent le rattraper? C'est en tout simplement positionnant l'Arabie Saoudite comme une première place de premier plan pour, tu l'as dit, pour le sport, notamment le foot. Alors, vous avez tout suivi, en tout cas, si vous suivez de près et de loin le foot, le mercato hallucinant qu'ont fait les clubs saoudiens ces derniers temps. On peut en citer quelques-uns. Bon, évidemment, l'arrivée de Cristiano Ronaldo, évidemment, je pense que c'est le plus important à Al Nasser, si je ne me trompe pas. L'arrivée de Karim Benzema à Al Ittihad. Si je me trompe, d'ailleurs, corrigez-moi dans les commentaires, parce que bon, je vais être très franc avec vous, je ne suis pas la première ligue d'Arabie Saoudite. Je crois qu'N'Golo Kanté aussi est arrivé du côté de Al Ittihad avec Karim Benzema. Il y a eu aussi aux côtés de, je crois que c'est peut-être Al machin. Bon, là il y a eu Neymar qui est arrivé. Là. Corrige-moi JP, là je pense que je me trompe. Là, je pense que c'est Al Hilal, si je me trompe Al pas. Hilal. Similaire pour Neymar, ouais. Ouais, exact. D'ailleurs, ça c'est le club, on en avait parlé, c'est le club de Walid bin Talal, dont on avait fait un épisode justement spécial sur le fameux Warren Buffett du Moyen-Orient, c'est son club à lui. Tous ces clubs appartiennent de près et de loin d'ailleurs à l'État, au gouvernement de l'Arabie Saoudite et à la famille royale, puisque ces derniers sont d'ailleurs multimilliardaires. Là, je veux dire, je me fais assez peu de soucis pour leurs banquiers, même pour le cousin du frère de l'oncle de leur banquier. Donc c'est sûr que c'est des fortunes considérables évidemment qu'à la famille royale. Mais par contre, une différence très importante aussi qu'à l'Arabie Saoudite aussi, c'est que c'est un pays de 30 millions d'habitants. Contrairement aux petits pays du Golfe qui ont assez peu d'habitants finalement. Si vous regardez, on va dire un peu la carte de la région, le Qatar a très peu d'habitants. Je crois que c'est même pas 1 million d'habitants, je crois au total. Bon, peut-être c'est un peu plus. Encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est pas tant. Les Émirats Arabes Unis, c'est pareil. On pense qu'il y a Dubaï et Abu Dhabi. Mais à part de ça, il y a pas assez peu de villes, à part peut-être Sharjah, peut-être qui est la troisième ville du pays. C'est pas immense. Donc le Koweït, par exemple, c'est tout petit. Bahreïn, c'est tout petit. Oman, c'est un pays immense, mais qui a assez peu de grandes villes, etc. Donc c'est pas immense. C'est pas immense. Alors que l'Arabie Saoudite a quand même une très grosse population. D'ailleurs, c'est le pays le plus peuplé, on va dire, de la région avec le Yémen. Donc c'est ce qui fait effectivement qu'aujourd'hui ils sont en position de puissance parce que il y a du monde et effectivement ils ont la possibilité de répandre, on va dire, leur soft power, si tu veux, à travers le monde. Et un troisième avantage qu'a évidemment l'Arabie Saoudite, c'est religieusement, évidemment, on le sait que c'est la capitale mondiale de l'islam, puisqu'il y a des trois lieux saints principaux, 2 se trouvent en Arabie Saoudite. On le sait bien, donc la grande mosquée de la Mecque et celle de Médine, qui sont évidemment 2 villes saintes, on va dire, dans l'islam, et ce qui fait que ça en fait une place de premier plan dans l'ensemble du monde musulman. La plupart des musulmans feront dans leur vie le fameux pèlerinage, qui s'appelle le Hajj, donc, qui est le fameux pèlerinage d'une semaine où on se balade dans les différents lieux effectivement de la Mecque, notamment la grande mosquée et la Kaaba, qui est la pierre noire qui se trouve au centre de la grande mosquée. On doit faire le tour un certain nombre de fois. Vous avez tous vu en tout cas cette image-là, puis si vous ne l'avez pas vue, je vous invite évidemment à la regarder. Et ce qui fait qu'effectivement, l'Arabie Saoudite est en train de se positionner effectivement comme un acteur de premier plan. Si je peux faire une critique, et c'est peut-être là la portion qui va être un peu plus rigolote, je pense qu'ils sont peut-être un peu trop, comment dire, rapides. Ils y vont un peu trop rapidement, je pense, dans leur stratégie.
poussé à des plans de marketing, on va dire, un peu fanfarons, là, donc notamment, là, je pense que l'exemple la plus critique, c'est le fameux projet Neom, là, donc qui est une espèce d'immensité qui ferait une centaine de kilomètres sous la forme d'une ligne, en fait. Donc, ça s'appelle The Line. Donc ça, tu aurais au milieu du désert une immense cité qui ferait 150 km de long, mais à peine 200 mètres de large. Donc, bonjour, l'efficacité, on va dire, en termes de transport, etc. Alors, on raconte qu'il y aurait des transports en commun, etc. pour se déplacer. Enfin, je trouve que le projet est un peu stupide, on va dire, on a l'impression que c'est un truc qui est sorti d'un chapeau d'un consultant. Peut-être s'est amusé à se dire, ah putain, ça va être cool de faire une ville de 200 km de long. Et ce projet-là, en termes d'argent, il coûterait, je pense que tu n'es pas prêt à entendre le chiffre, 500 milliards de dollars. Donc pour vous donner un parallèle, le PIB de la France, c'est 3000 milliards à peu près. Donc tu te rends compte du coût ahurissant, on va dire, de ce projet Neom qui, moi, je pense, ne verra jamais le jour sous la forme actuelle du projet. Mais c'est assez ambitieux et c'est peut-être un peu trop ambitieux, un peu trop gourmand, à mon avis, pour être réellement efficace. Et je pense qu'aujourd'hui, il passe un peu pour, en gros, les pigeons en termes de. En tout cas, en termes sportifs, c'est sûr qu'ils passent un peu pour des pigeons parce qu'ils payent des fortunes pour des joueurs qui sont, par exemple, quand même en fin de carrière. Donc, moi, c'est ce que je pense, en tout cas, à travers ce projet 2030. Je sais pas si tu avais d'autres éléments à rajouter, JP, ou peut-être de critiques à Non, faire. mais je pense qu'on s'entend bien là-dessus, en fait. Là, on a vu la trame présentement de l'Arabie Saoudite qui tente vraiment de montrer un peu qu'ils peuvent faire tout et rien en même temps, là, avec la richesse et tout l'argent, entre autres, du PIF. Maintenant, je pense que ce qui va faire tomber les choses, c'est un peu, bon, oui, un côté très irrationnel, tu l'as mentionné avec certains des projets, mais également, le PIF, ça reste quand même un fonds qui doit faire des rendements, puis c'est pas nécessairement juste en offloadant un paquet d'argent. Il y a un certain point, il faut que ça fonctionne. Dans le sens, c'est beau l'argent, il y en a, il y en a, il y en a, oui, jusqu'à ce qu'à un certain point, puis tu l'as dit, l'écoulement du pétrole et de l'or noir à un certain point, il faut quand même qu'ils planifient ça. Donc là, oui, ils ont le beau jeu présentement de pouvoir vraiment faire à peu près ce qu'ils veulent, mais concrètement, ça ne sera pas le cas. Et l'objectif de la vision 2030, c'est un peu de faire ça, c'est un peu de voir la suite des choses. Et donc, ils n'auront peut-être pas le choix de prendre des décisions qui vont finir par être rationnelles, même si plusieurs décisions maintenant semblent un peu loufoques. Donc, je suis bien d'accord avec ça, je l'ai dit, là, la libération économique, c'est quelque chose que je crois personnellement en tant qu'individu, c'est là peut-être le volet plus place au débat. Mais reste à voir comment est-ce que ça se matérialise. On l'a dit, 7 ans, c'est pas très long et il faut voir où est-ce qu'ils vont en être en 2030. Donc c'est beau avoir tambour et trompette pour mentionner un plan, mais je veux dire, si en 2030, ils ont à peine mis une pelletée dans une espèce de village de villégiature sur une île pour essayer d'améliorer le tourisme, je veux dire, c'est sûr qu'il va quand même avoir des attentes et des objectifs. Bon, c'est encore une fois surtout axé sur la vision occidentale de la chose, si on peut dire. Là, on va les juger puis on va regarder qu'est-ce qu'ils font, mais ça reste quand même qu'il faut avoir du concret à un certain point. Et 7 ans, c'est très court et ça peut encore une fois arriver très vite pour pas grand-chose. Donc, à voir. Mais je pense que ça reste un projet qui est intéressant de suivre. Et encore une fois, là, comme on le mentionnait, ça vaut la peine aussi de suivre un peu qu'est-ce qu'un grand explorateur de pétrole veut faire, surtout sur le volet énergétique. J'ai peut-être un peu mon chapeau environnemental ce soir, là. Mais je pense que c'est intéressant de voir est-ce que ça peut réellement fonctionner, le fait de devenir un leader des énergies renouvelables quand on est dans le désert un peu avec des puits des gisements de pétrole, là, et du pétrole offshore. Donc, à voir à quel point ça peut fonctionner, mais reste quand même intéressant et ça peut amener quand même beaucoup s'ils utilisent s'ils utilisent des profits qu'ils font liés aux énergies non renouvelables vers le développement d'énergies renouvelables. La planète et la région, si on peut dire, se porterait quand même pas mal mieux. Je sais pas, Gab, ça va un dernier point avant qu'on rentre en antenne. Non, c'est ça, effectivement, à voir effectivement sur l'ensemble des projets, lesquels seront conclus d'ici 2030, lesquels ne le seront pas. Je pense que ces projets-là ont quand même donné le mérite, on va dire, le fait d'avoir lancé un projet 2030, eh ben, ça fait que la plupart des décideurs politiques dans le pays se sont dit, bah, on va se donner des échéances à même moment. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand vous entendez parler de 2030 pour ce moment, de compagnies, de pays, start-up 2030, moi j'entends parler de ça en France, par exemple, sur des projets France 2030, etc. Et ben, c'est un peu pour copier et pour se dire, bon, bah, cet objectif de 2030, en fait, approche, et on entend parler même des 2050, etc., de décarbonation, et ben, c'est pour se donner des objectifs, on va dire, à très court terme, en fait, c'est pour être très ambitieux. Et les ambitions font
pas des réalisations, comme dirait quelqu'un, puis comme dire un autre, les conseilleurs ne font pas les pires. Je pense que d'ailleurs, cette personne-là se reconnaîtra. Je pense que tu sais de qui je veux parler, JP, là, c'est Private Joke, là. Mais c'est pas pour autant que c'est pas parce que tu payes des milliards que pour autant ça va être un succès forcément. Oui, tu as eu des succès récemment. Je pense qu'on regardait la boxe ce week-end JP là, avec le combat avec Fury et Ngannou, tu vois, qui était organisé à Riyad. Maintenant, tu as énormément d'événements qui sont faits effectivement à Riyad pour le sport, mais c'est des événements qui sont, ils ont payé tellement cher, si tu veux, le fait de pouvoir accueillir, on va dire, les spectateurs. Bah, oui, c'est une victoire, mais à coup de dollar, tu vois. Est-ce que c'est soutenable sur le long terme? Bah, c'est toute la question. Est-ce que dans 15 ans, réussiront à, comment dire, à attirer des événements de première qualité mondiale sans payer? Bah, c'est la grande question, tu vois. C'est plus ça qu'il faut se poser sur le long terme. Est-ce que c'est soutenable, en fait? Et je pense que rendu là, on peut rendre l'antenne, cher JP. Absolument. Donc, merci Gab pour ta contribution habituelle malgré les vacances, malgré la distance. Merci tout le monde pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver, bon Gab, tu l'as dit dans le disclaimer au début, mais sur YouTube, qui reste notre plateforme clé pour les partages de commentaires, d'opinions, d'idées de sujets de manière publique. Donc, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaires si vous avez apprécié la vidéo, le contenu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour les notifications. Si vous voulez faire le même genre de commentaires, d'idées de sujets, partage d'opinions de manière plus privée, Gab met dans la zone description l'adresse courriel, donc ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, vous nous suivez toujours sur les plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Donc même chose, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou à mettre des étoiles sur l'épisode également. Et comme tu le dis, Spotify nous a probablement écouté un de nos nombreux épisodes là, où on mentionnait qu'il n'était pas très très bon pour le partage de commentaires. Mais c'est maintenant possible de plus en plus là, sur les plateformes audio. Donc n'hésitez pas également à le faire. Donc ça nous fait toujours plaisir de vous lire, peu importe la plateforme. Et d'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite et je te souhaite, Gab, une très belle semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.